Bonjour, nous sommes le 1er novembre. Il est quasiment 13 heures. Depuis le matin, j'attends l'éclaircie. Le temps est assez abominable, il pleut ou il bruine. Vous devinez d'ailleurs à travers la vitre dans mon dos que non seulement il fait mauvais, mais il y a du vent, ce qui n'est jamais très bon pour le son. Quant à mes projets d'aller vous shooter cette capsule auto-immunité 2 dans un endroit culturel, je suis au regret de vous dire qu'il n'en reste pas grand-chose. Voilà, c'est le confinement. Au Luxembourg, je ne sais pas exactement s'il est déjà de mise ou pas, mais bon voilà, en Belgique c'est le cas. Donc, on va respecter tout ça et on va rester bien tranquillement chez soi. Et je vous tourne cette deuxième capsule sur l'auto-immunité de mon bureau. Et je ne suis pas seul. Hop, du Goliath, des Goliath, et de l'Oxo. Donc, voilà. Tous les trois, on va vous expliquer de nouveaux éléments pour mieux comprendre ce qu'est l'auto-immunité, parce que c'est une pathologie très courante qui ravage la planète. Et je voudrais quand même vous confier quelque chose qui est sidérant, c'est que l'auto-immunité n'existe pas, que ce soit dans les tribus de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui dans différentes régions du monde, de moins en moins, mais il y en a dans des endroits reculés, dans des forêts primaires, dans l'Amazonie évidemment, mais aussi dans certains endroits dans la partie sud du continent africain et dans quelques spots en Asie. Donc il y a encore peut-être en Papouasie. Et donc il y a des tribus de chasseurs-cueilleurs qui sont tout à fait exempts de pathologies auto-immunes. On ne connaît pas l'auto-immunité dans ces populations. Et c'est le cas aussi pour les villages africains reculés qui mangent encore de manière traditionnelle. Malheureusement, ce n'est plus le cas dans des grandes villes comme Lagos ou Nigeria, pour prendre cet exemple, mais dans les villages où on a gardé les habitudes ancestrales, il n'y a pas de maladie auto-immune. Donc c'est une maladie de civilisation. Et c'est pour ça qu'il est quand même très tentant d'incriminer les problèmes intestinaux et toutes les perturbations du système immunitaire. On peut soupçonner un certain nombre de facteurs qui expliquent cette explosion des maladies auto-immunes. Tout ça est évoqué dans des articles. Bon, Goliath n'est pas très intéressé par l'histoire de l'auto-immunité, mais je pense que c'est important pour la compréhension et pour l'interprétation. Je vous rappelle que nous cherchons des causes et nous cherchons justement à corriger ces causes pour obtenir des résultats thérapeutiques. Autres que les traitements symptomatiques qui, comme je vous l'expliquais dans la capsule 1, sont spectaculairement efficaces en général, pas toujours, mais souvent, mais sont quand même des traitements importants, agressifs, non dénués d'effets secondaires, pouvant soulever des inquiétudes à long terme quant à leur innocuité, parce qu'on ne les a pas, pour la plupart, expérimentés sur des très longues périodes. Et ça reste ces traitements mainstream, les traitements classiques, qui sont proposés à juste titre, je ne les conteste pas, mais qui restent des traitements symptomatiques. Je pense que ce n'est pas discutable, ce sont des traitements symptomatiques et les médecins qui s'en chargent ne prétendent pas le contraire.
Le problème est qu'il ne s'intéresse pas aux causes et donc il ne recherche pas des traitements de la cause. Et en général, quand on les interroge sur l'alimentation, ils répondent que ça n'a pas d'impact, ce qui est, à mon sens, inexact. L'alimentation, évidemment, a un impact, comme le suggèrent ces exemples des populations de chasseurs-cueilleurs ou qui ont conservé des habitudes alimentaires ancestrales. Et donc, revenons aux facteurs de risque que notre civilisation, entre guillemets, apporte. On peut en évoquer toute une série. Ils sont d'ailleurs mentionnés dans différents articles de la littérature scientifique, dans des journaux revus par des pairs, peer-reviewed. Et alors, on évoque des choses comme l'abus d'antibiotiques depuis la Deuxième Guerre mondiale, un abus qui va croissant, qui empire. On commence à essayer de freiner cette surconsommation d'antibiotiques. Parlons-en brièvement. Je viens encore d'avoir un courriel il y a peu d'un patient à qui on a posé 3 points de suture pour une coupure à un doigt. On lui propose des antibiotiques. Il se demande si c'est nécessaire. J'ai eu moi-même une expérience très intéressante avec mon dentiste qui d'ailleurs se trouve à Velleroux, là où il y a la clinique belge de médecine fonctionnelle, et qui d'ailleurs ne me voit plus depuis que je mange plus de sucre, enfin certainement pas en repas, et que je fais le jeûne intermittent. Il n'a plus entendu parler de moi, il doit penser que j'ai un autre dentiste, mais j'ai pas d'autre dentiste. Je n'ai juste plus du tout de carie. Bon, donc cette recherche de causes potentielles à l'auto-immunité permet... Ah oui, pour finir avec le dentiste, parce que si je vous ai parlé du dentiste, c'est pour une bonne raison. La dernière fois que j'y suis allé, mais il y a longtemps, il m'a proposé des antibiotiques. Et il avait fait un petit travail sur la gencive. Il y avait un corps étranger, Dieu sait d'où il venait, qui faisait mal. Bon, il a extrait, il y a une petite plaie. Et il me propose des antibiotiques. Je lui demande, mais est-ce que c'est nécessaire? Mais il me dit, peut-être. Bon, faisons ça court. En réalité, les dentistes, dans tous les cas bénins, je ne parle pas de grosses interventions évidemment, mais dans tous les cas bénins, vont vous proposer systématiquement des antibiotiques, mais en réalité, c'est pas pour vous, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est pas pour vous, c'est pour eux. Si malheureusement, un risque sur 20 ou sur 50 ou sur 100, il y a une infection et qu'ils n'ont pas proposé les antibiotiques, vous pourriez les attaquer, vous retourner contre eux, et alors ils auraient des problèmes. Donc, je pense que ce qu'il faut négocier dans tous ces cas-là, c'est, bon, est-ce qu'il faut absolument les prendre? Si oui, on les prend. Est-ce que c'est au cas où la plaie ou l'incision, l'intervention dégénère un peu, qu'on commence à avoir mal, que ça gonfle, que ça devient rouge? Alors là, attendons. Si rien ne se passe, pas besoin d'antibiotiques. Gardons la prescription, mais n'activons la prescription que si des signes d'infection commencent à apparaître. Il est encore temps, si on est vigilant, qu'on regarde l'apparition de ces signes caractéristiques, rougeur, chaleur, douleur, toujours les mêmes, hein, rougeur, chaleur, douleur, ok? Bon, répétez un peu en chœur, là, parce que dimanche 1er novembre, ici à midi, il fait un peu sinistre. Il fait absolument infect. Alors, regardez-moi ça. Hein? Bon, voilà. Voilà le paysage arrière. Je ne sais pas si vous l'aviez vu l'autre fois. Le chat, évidemment, revient de ses escapades. Pluie ou pas, rien n'y fait, il se balade. Mais là, maintenant, il se repose. Donc, chaleur, rougeur, douleur. S'il n'y a pas de chaleur, rougeur, douleur, pas besoin de prendre des antibiotiques pour des petites choses comme ça. Okay? Et pour la plaie au doigt, c'est le conseil que j'ai donné également.
Donc, prise exagérée d'antibiotiques, 1. 2. Beaucoup de naissances par césarienne, qui de nouveau sont évidemment justifiées. Il y en a qui sont extrêmement urgentes et qui sauvent la vie de la mère ou de l'enfant ou des deux. Il y a aussi les césariennes de convenance. Il y a les césariennes programmées le lundi matin, soit parce que les gynécologues essayent de ne pas être réveillés jour et nuit les week-ends, je veux bien imaginer, mais bon, je sais pas, si vraiment on ne sait pas travailler les week-ends, il faut peut-être un plus jeune qui va se le farcir, ou il faut peut-être ne pas faire d'obstétrique. Enfin bref. Donc, maintenant, soyons clairs, il y a aussi des césariennes de convenance qui sont demandées par les parents. Pas nécessairement de mauvaise foi, hein. Parfois c'est la peur que les choses soient improvisées, la nuit, l'inconnu, le manque de programmation. Enfin bon, je ne pense pas que c'est raisonnable, parce que la césarienne est tout à fait défavorable pour l'installation d'un bon microbiote de départ. Le bébé doit naître par voie vaginale et il va, en anglais je dis engulf, avaler, hein, gober la flore, la microflore, enfin bon, on dit plus ça, le microbiote vaginal de la maman, qui est un excellent microbiote de départ parce que la communauté bactérienne du vagin est riche en lactobacillus, et le lactobacillus est le genre dominant des bactéries du nouveau-né. Pendant peu de temps, après déjà quelques jours, le nouveau-né va voir dans ses intestins se développer une population qui sera progressivement dominante et à base de bifidobactéries. Bifidobacterium, le nom du genre en latin. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas par césarienne. Par césarienne, l'implantation du microbiote, c'est tout simplement ce qu'il y a sur la peau de la maman, si on veut encore bien mettre le bébé sur le ventre de la mère après la naissance par césarienne. Tout est très aseptisé parce que bon, il y a une incision, c'est quand même une opération, il faut être propre. Donc, c'est pas du tout les circonstances qui conviennent. Et puis, bon, les accouchements prématurés, bon, ça, ce n'est jamais évidemment quelque chose de voulu, mais ça fait du tort. Bon, il n'y en a probablement pas plus de nos jours, j'imagine. Donc ça, c'est pas tellement un facteur d'aggravation, mais c'est parce que je vous mentionne ce qui peut perturber le microbiote du nouveau-né. Je ne vais pas parler des vaccins, ok? Bon, voilà, je ne parle pas des vaccins qui sont mentionnés dans certains articles comme étant éventuellement susceptibles de perturber le système immunitaire. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Donc voilà, je suppose que vous me comprenez. Et puis, les changements alimentaires, l'alimentation moderne, avec tout un tas de défauts, des tonnes de gluten parce qu'on en met partout, hein, acheter n'importe quel plat préparé, que ce soit surgelé ou frais ou en boîte de conserve, en général, il y aura une forme de farine quelconque pour diverses raisons. Je pense que j'ai déjà abordé dans une autre capsule. Et puis alors, bon, la consommation d'aliments industriels, d'aliments où il y a des listes d'ingrédients, ce qui veut dire qu'au lieu de manger 3 choses à un repas, 4 à un autre, vous mangez tout le temps, à chaque repas, il y a toujours des produits laitiers, il y a toujours du gluten, parce qu'il y a toujours ces machins-là dans toutes ces listes d'ingrédients. Moi, j'essaie d'acheter des aliments qui n'ont pas d'étiquette. Ou en tout cas, ou alors sur l'étiquette, il y a un ingrédient. Ça, j'aime bien.
hein. J'aime bien, j'ai mes petites nouilles de sarrasin, soba, hein, truc japonais, très bon. Quand j'ai besoin d'un peu plus d'hydrate de carbone, je prends du soba, avec évidemment une source de protéines, pour ne pas créer un pic de sucre. Et je regarde l'emballage du soba. Oui, le soba est emballé, d'accord. Il y a donc une étiquette, hein, je vous le concède, mais cette étiquette ne montre qu'un ingrédient, sarrasin 100%. Ça me va. OK? Et puis alors, tous les produits frais, tous les produits, il faut essayer de préparer les choses à partir d'aliments bruts qui ne sont ni étiquetés, ni labellisés avec des listes d'horreur, ni, à la limite, ni emballés. Ça, c'est le nec plus ultra. Bon, les soba que j'achète sont quand même emballés, mais bon, peut-être qu'un jour, je sais pas, il y a des règles d'hygiène hein, qui sont importantes aussi, mais bon, les fruits et légumes que j'achète sont pas emballés. Hein. Parfois, bon, on n'a pas toujours le choix, on va dans un magasin plus traditionnel et il commence à être emballé dans du carton, Dieu merci. Voilà, donc voilà pourquoi l'auto-immunité est en train de galoper partout. Alors, c'est toutes ces perturbations de l'écosystème intestinal qui favorisent l'auto-immunité. C'est aussi, je vous rappelle, c'est important, hein, quand vous cherchez les causes, il faudrait aller tester le génotype FUT2 parce que les homozygotes variants, 2 mauvaises copies du gène, une de chaque parent, sont, et ça c'est tout à fait officiel, c'est publié, sont davantage enclins à l'auto-immunité. Alors, avant de vous parler des immunoglobulines A, après l'aspect FUT2, je vous montre le genre de spectacle, j'espère que vous voyez bien, hein, Oxo, quand il est relax, et je peux vous dire, ça ne donne pas spécialement envie de travailler. Bon, mais voilà, il faut quand même travailler, et surtout, vous enregistrez cette capsule. Donc, soit le FUT2 peut être un gros facteur causal, et on sait que l'absence de fucose protecteur des intestins augmente les risques de pathologies auto-immunes, donc ça c'est très intéressant. J'ai eu un cas fascinant d'une patiente islandaise, j'ai beaucoup de patients en Islande, c'est de très bons patients, respectent très bien les consignes, excellents résultats sur le plan clinique avec eux. C'est vraiment des sujets, bon, ils sont sportifs, ils sont, vous savez, c'est les Scandinaves, bon, comme on dit à Londres, ils cochent beaucoup de cases. Et donc, cette patiente, c'est relativement peu fréquent, mais bon, ça se rencontre, hein, souffre d'une maladie de Sjögren, assez sévère, donc c'est une maladie auto-immune, SJO-GREN, où il y a une baisse de la production de salive, de larmes, enfin, il y a tout un tas de manifestations cliniques. Ça peut aussi donner de l'arthrite, des problèmes articulaires qui sont souvent présents dans des maladies auto-immunes, en plus d'autres manifestations, et là d'ailleurs des problèmes d'arthrite. Et la première fois que je l'ai vue, je lui ai plus ou moins, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, espèce d'instinct, je lui ai dit, écoutez, on va tester votre FUT2 parce que je me demande si ça pourrait pas être un facteur causal sur lequel évidemment on ne peut pas agir parce que c'est un gène et puis la chose est installée, mais l'absence de FUT2 va amener tout un tas de modifications du traitement intestinal destiné à retaper l'écosystème pour s'attaquer aux problèmes posés par cette maladie auto-immune. Mais je vous renvoie pour ça aux capsules génomiques relatives au FUT2. Okay, il y en a deux, il faudrait aller les réécouter pour
pour comprendre. Et puis alors, le manque d'immunoglobuline A, donc il faut absolument aller tester les immunoglobulines A totales. J'en ai déjà parlé dans la capsule précédente, auto-immunité 1, mais j'ai oublié de vous dire qu'il est prouvé, il est très clairement publié dans d'excellentes revues médicales que le manque d'immunoglobuline A est associé à un risque accru de pathologie auto-immune. Donc vous voyez que ce sont des marqueurs très intéressants. De nouveau, vous me direz, oui, mais s'il y a un manque d'immunoglobuline A, est-ce qu'on peut corriger ça? C'est vrai qu'on n'est pas très efficace, on peut en principe augmenter un peu avec des doses accrues de probiotiques. Mais vous savez, quand on fait des traitements de la cause, c'est très important d'expliquer aux patients exactement où ils se situent, quels sont ses points faibles, dans quelle mesure on peut les corriger ou les compenser en partie. Mais même si on ne peut pas les corriger, il y a une compréhension, il y a une acceptation, et puis ça nous oriente de nouveau vers l'écosystème intestinal. Pourquoi est-ce que toutes ces situations qui perturbent l'écosystème intestinal, manque de protection par les immunoglobulines A, manque de protection par le fucose, FUT2 variant, homozygote variant, agression par les antibiotiques, agression par des aliments qui sont connus comme à problème. Hein, et je vous recite une fois de plus le gluten. Pas de gluten pour les patients souffrant de maladies auto-immunes. Je sais qu'en disant ça, je vais contribuer au soulagement d'un des auditeurs de cette capsule. Je le sais parce que je le vois. Moi, quand je dis ça au premier rendez-vous à des patients auto-immuns, ils reviennent un mois après pour recevoir leur programme et partager les résultats que j'ai obtenus entre-temps. Il y en a qui vont mieux. Il y en a qui vont bien parce que, je leur ai dit, de toute façon, je vous annonce, je ne vais pas vous laisser manger du gluten. Si vous voulez manger du gluten, il n'y a pas besoin de revenir dans un mois. Bye bye. Pas d'arrêt du gluten, pas de traitement des maladies auto-immunes par le docteur Mouton. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, être ferme avec les patients. Oui, il faut quand même un peu les mettre devant leurs obligations. Moi, je suis pas faiseur de miracles. Moi, j'ai un mode de réflexion qui est celui de la médecine fonctionnelle. J'essaye de rechercher les causes. Il est évident que le gluten est une cause. On en reparlera encore davantage dans la capsule 3, parce que je vous expliquerai plus finement le fonctionnement de la muqueuse intestinale. J'espérais déjà aborder ça un peu aujourd'hui, mais le temps passe vite. Je pense qu'on partage ici des choses intéressantes qu'il faut que vous compreniez, que vous sachiez pour aborder tout ce thème de l'auto-immunité. On va voir toute une série de vidéos sur l'auto-immunité, auto-immunité 3, 4, 5, 6 probablement. Nous verrons, on verra à quelle vitesse on avance, on verra aussi vos questions, posez vos questions, intervenez dans les live chats du vendredi 19h30. On a eu une très belle assistance vendredi dernier, il y a eu un nombre de participants record, donc j'étais fort satisfait. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez les poser à l'avance, parce que vous pouvez aller sur la vidéo YouTube et mettre vos questions en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de poser les questions pendant le live chat, vous pouvez les poser avant et je vous répondrai éventuellement par le live chat ou je vous répondrai par les commentaires YouTube. Il faut interagir et vos questions, vos interactions auront une influence sur le déroulement des prochaines capsules. Ok ? Mais donc je vous expliquerai le fonctionnement de la muqueuse intestinale plus en détail. Ce qu'il faut bien comprendre au jour d'aujourd'hui, c'est que l'auto-immunité part d'un dysfonctionnement de la muqueuse qui évidemment ne peut pas être rendu indépendant du microbiote. C'est clair que si la communauté microbienne est complètement perturbée, vous aurez aussi une inflammation de la muqueuse et une tendance à sa porosité, ce qu'on appelle en langage vulgaire le leaky gut. Voilà, Goliath qui vous parle du leaky gut aussi. Bon, il n'y aura pas vraiment de chapitre animalier aujourd'hui parce qu'il a été donné en live. Il nous reste 2 minutes
à discuter ensemble. Et donc, importance de la muqueuse intestinale et forcément le microbiote qui est en crosstalk, hein, c'est un écosystème où ce sont les deux éléments essentiels, la muqueuse et le microbiote. Donc il faut faire attention aux deux, mais je vous expliquerai plus en détail le fonctionnement de la muqueuse, parce que quand vous avez, je vous annonce un peu la couleur, quand vous avez une augmentation de la perméabilité intestinale, donc le leaky gut pour faire court avec cette espèce d'appellation non scientifique en anglais, mais qui est facile parce que c'est 3 syllabes, vous avez nécessairement une entrée de grosses molécules potentiellement pathogènes et potentiellement délétères pour le système immunitaire qui se met en mode hyperactif. Okay? Mais vous avez aussi une perturbation de l'autre fonction essentielle qu'assure la muqueuse intestinale. Ce qui est évident, c'est la perturbation de la fonction de barrière, parce que c'est ça, le leaky gut, c'est la perte de la fonction de barrière. Mais, et puis je vais finir sur une question que je vous pose. Quelle est l'autre fonction essentielle de la muqueuse intestinale? Et nous sommes ici dans l'intestin grêle, essentiellement, hein, qui est très long et très plissé, et donc il y a une immense surface d'intestin grêle, entre 300 et 600 mètres carrés selon les proportions de l'individu. Quelle est l'autre fonction essentielle de la muqueuse de l'intestin grêle? Et cette fonction est clairement aussi perturbée en cas de leaky gut. Et nous étudierons dans la capsule 3 les conséquences de cette perturbation qui sont très importantes. Voilà, ça se termine. Et bon, sans véritable rubrique animalière, vous voyez que Oxo a pris encore une autre pause qui n'est pas beaucoup plus motivante. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que Goliath va augmenter cette motivation, parce que, bon, franchement, tout ça n'incite pas au travail, mais bon, je dois m'y mettre. J'ai encore 3 biologies à préparer avant ce soir, des rapports pour mes patients. Et donc, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour l'opus numéro 3. Merci. À bientôt.